Bonjour à tous, bienvenue sur Only Giant Podcast numéro 77. Fin de saison pour nos Giants. Défaite, lourde défaite. 38-7 contre les Eagles. Le pire opposant évidemment pour cette défaite. On aurait aimé perdre contre n'importe qui, mais c'est tombé sur les Eagles. C'est comme ça. On met fin à une belle saison sur une note assez négative, mais il va falloir faire avec et l'équipe saura rebondir, j'en suis sûr, la saison prochaine. Moi c'est Plax, je suis avec Thiago en direct de l'Australie. Comment vas-tu mon cher Thiago ? Ah bah écoute, ça va, encore un peu décalé, mais je dois dire que l'avantage d'être en Australie pour les playoffs, c'est que moi j'ai les matchs en pleine journée. Alors ça marche tant que tu bosses pas. Après là, tu vois, Ouais, le c'est vrai. Super Bowl, moi je vais pas le regarder en direct, je serai au boulot. Ça- Ouais, alors moi malheureusement le Super Bowl, ouais, je vais devoir me lever à 6h du mat le lendemain, donc je vais pas pouvoir le mater non plus. Et je me suis dit, j'espère, enfin presque, je suis content que les Giants soient pas au Super Bowl, j'aurais été deg de pas pouvoir le voir en live. Non, quand même pas, mais bon, bref. Donc voilà, tu as eu la chance d'être en pleine forme, puisqu'il était midi chez toi, pour voir ce magnifique match. C'était top. Ah ouais, ouais, je crois que j'ai décroché vers le troisième quart-temps. Parce que bon, pour ceux qui ont vu le match, vous savez comment ça s'est passé, hein. Tout ce qui devait ne pas se passer pour les Giants, a eu lieu pendant ce match. Dès la fin de la première mi-temps, on était à 28-0 et puis, comme tu as dit, ça s'est terminé à 38-7. Donc, et pas grand-chose d'intéressant pour les fans des Giants lors de cette rencontre. Non, malheureusement, oui, tu as raison. C'était assez catastrophique de A à Z. C'est le pire moment pour peut-être notre pire match de la saison, hein. On va en parler et puis on va en parler rapidement parce que on n'a pas forcément envie d'en parler plus que ça et puis il n'y a pas grand chose à dire finalement. Et on fera un bilan de cette saison et on commencera à envisager un peu ce qui va se passer pour la suite, sachant qu'après on aura des épisodes qui sont vraiment consacrés à bon maintenant qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos free agents, qui on signe, etc. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme joueur. On en parlera dans d'autres épisodes, mais là le but va être vraiment de faire un bilan de cette saison. Et donc bon, parlons rapidement de ce match quand même. Donc les Eagles, on l'a dit, 38-7, ils mènent 28-0 à la fin de la première mi-temps. De toute façon, 14-0 à la fin du premier quart-temps, c'était déjà quasiment plié, sachant que nous, on faisait rien en attaque. Daniel Jones finit avec un triste 135 yards. Alors, j'allais dire, Jalen Hurts fait pas forcément beaucoup mieux, mais il met 2 TD, Jalen Hurts, et il fait 154 yards. Mais de toute façon, le plan de jeu des Eagles, c'était de courir, la course marchait, pas de raison d'aller chercher plus loin. Et à partir du moment où notre défense n'a pas été capable d'arrêter ce jeu de course, bah, il n'y avait pas trop d'espoir finalement, vu ce qu'on faisait en attaque. Et on l'a dit, il faudra marquer des points pour gagner ce match, c'est ce qu'on avait dit. Notre attaque a été quasiment inoffensive, ils n'ont marqué que 7 points par Matt Breida. Voilà, je sais pas, quel est toi ton sentiment sur ce match. Tu l'as dit, ça s'est joué très vite. Moi à la mi-temps j'ai décroché, hein. Je regardais d'un œil sur un de mes écrans et puis je jouais à autre chose de l'autre. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire de spécifique sur ce match. Bah, Comment t'as vu le truc toi ? je pense qu'en fait, à 14-0 dans le premier quart-temps, certes ça fait mal, mais t'es pas encore sorti du match. Franchement, tu dis, bon, 14-0, on peut encore remonter. Sauf Mais que il faut t'arrives. marquer vite en fait, t'es obligé de marquer Mais vite à ce voilà. moment-là. Mais comme tu l'as dit, on n'avançait pas et puis on avait un peu discuté de ce qu'étaient les clés du match et t'en avais parlé aussi quand tu allais sur le Fly Podcast Fly. On savait que pour nous, si on voulait que ça fonctionne, il fallait qu'on soit capable de mettre la pression sur Jalen Hurts pour l'empêcher de passer. Et ben en fait, il avait pratiquement pas de pression, et puis de toute façon, le jeu de course fonctionnait très très bien pour eux. Et puis quand nous on était en attaque, à part une méga course de Saquon Barkley qui a eu lieu, il me semble, pendant le troisième quart-temps, il se passait pas grand chose. On a eu aussi, alors une action qui m'avait marqué, c'était une action où Daniel Jones en fait trouve personne dans la première mi-temps. Et tu sais, il est en train de gagner un peu de temps et puis à un moment, il Mm. envoie, c'était sur un third and long et il envoie une passe qui est rattrapée par Matt Breida. Et Ouais, moi c'est j'étais vrai. en mode, j'étais comme un fou. Et Ouais. passe d'après, et ben il se fait intercepter par James Bradberry, qui manifestement a une énorme dent contre les Giants, Alors, puisque mec, j'ai pas compris, hein. Je sais pas pourquoi il réagit comme ça, c'est très bizarre, hein. alors, j'ai lu un article qui dit que comme les Giants l'ont libéré un peu tard, il aurait perdu des opportunités en fait de signer un gros contrat ailleurs. Et donc il a signé un contrat un peu au rabais chez les Eagles. Et donc ça, apparemment, c'est pas du tout
passer chez lui parce qu'il dit ouais ok c'est un business et tout, mais il est quand même vénère. Et il a été dire en conférence de presse, ah bah pour moi c'était le meilleur moment de ma vie que d'intercepter mon ancienne équipe. Ça veut Ouais, je dire, crois qu'il a dit un de ses top 5 moments, quoi. ouais, voilà, ça veut dire, C'est un peu ridicule, hein. C'est pas comme si on ok, l'avait. Et t'as raison dans ce que tu as dit, les Landon Collins et tout ça, tu peux comprendre. Maintenant, lui, bon, écoute, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça, il nous a intercepté et voilà, Jones finit avec 0 touchdown, une interception. Donc, il fallait forcément que l'interception tombe sur Bradbury, c'était obligé. Puisque dans ce match, tout allait mal. Si quelqu'un devait intercepter le ballon, ça devait être Bradbury, c'est comme ça. Les Eagles. Trop content évidemment de s'empresser, de dire ah les Giants, regardez, vous nous avez laissé Bradbury machin. Ouais, bon, ok. Merci les gars. Bon écoute, bah c'était évident après tu qu'ils allaient vois, réagir là-dessus, hein, c'était normal. non oui mais après tu vois en fait c'est sûr que pour nous fans des Giants ça fait absolument pas plaisir de perdre contre les Eagles, mais on l'avait déjà dit avant le match, on savait que sur le papier ils étaient meilleurs que nous, ça il y avait aucun doute. On savait que c'était une équipe bien plus complète, bien plus forte, etc. Et nous, en fait, on avait la confiance des dernières semaines de saison régulière, d'une très belle victoire contre les Vikings. Donc on se disait, certes, c'est assez improbable qu'on gagne contre les Eagles, mais c'est pas Mm, impossible. Et à mm. partir du moment où tu te retrouves à la première mi-temps à 28-0, que t'as rien fait de toute la première mi-temps, tu dis, bon allez, c'est plié. En fait, Bah 28-0, euh, c'est quasi impossible de remonter. Enfin, des miracles comme il y a eu l'autre fois, il peut pas y en avoir. non, mais ouais, mais c'est clair. Et puis bah voilà, ils ont quand même fait. Attends, je compte. Ils ont fait 5 sacs. Bah, en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Le match, il était plié à partir du moment où leurs deux lignes ont dominé. Leur ligne offensive nous a dominé, on n'a rien pu faire, et ils ont profité des rotations qu'on a pu faire, où on voit à un moment, je sais plus quel O-line, balance Ellis, notre defensive tackle remplaçant, qui est très très moyen. Voilà, leur O-line a dominé, leur D-line a dominé, c'est fini. Le match est plié. Il y a plus de match ouais, après ça. ouais, en fait. Et puis c'est le résultat est logique. Enfin, c'est la meilleure Tu sais équipe qui a gagné. bien sûr, c'est la meilleure équipe qui a gagné. Notre coaching staff a comblé toute la saison des manques. Et tu peux le faire tant que l'écart de personnel sur le terrain est relativement faible ou pas trop élevé. Là, clairement, la différence est trop importante. Ils ont beaucoup trop de joueurs à tous les postes et il n'y a pas grand-chose, malheureusement, qu'on pouvait faire. Une action, quand même, qui pour moi, est assez marquante d'un match qui va mal se passer. Le premier sac réalisé par les Eagles, c'est en fait Daniel Jones qui trébuche sur le pied d'Andrew Thomas. Oui. Et à partir de ce moment-là, je me dis, oh putain, ça sent le match cagade. Et voilà, et tout s'est mal passé, on n'a rien réussi à faire. Je crois que ce sac-là met quasiment fin à notre premier drive. En fait, on commence à driver un peu sur notre premier drive, et puis on se fait saquer, et ça se passe mal, et voilà, il n'y a plus d'espoir derrière ça, mais bon, voilà, en fait, on a senti assez vite que ça allait être un non-match, et puis voilà, c'est Mm. ce qui s'est passé. C'est évidemment très frustrant. Moi, ce qui me fait chier, c'est que ça met une vraie note négative. Comment il a appelé ça, Double crash landing ou un truc comme ça pour, Un atterrissage d'urgence. Enfin, crash ouais. landing, Bah, c'est on s'est crashé, quoi. On ouais, n'a non, pas non. atterri, quoi. On s'est vautré. Oui, mais crash landing, si tu le traduis, pour moi en tout cas, c'est un atterrissage d'urgence dans le sens où D'accord. t'as fait atterrir ton avion, mais dans des conditions un peu catastrophiques, il va pas repartir après, quoi. Ouais, C'est bon, pas un voilà. atterrissage en douceur Ça indique où, une mauvaise fin. Ce qui veut dire, c'est que la fin de saison finit un peu voilà, avec une note assez mauvaise. Et c'est vrai que n'oublions pas quand même, et c'est ce dont on va parler, n'oublions pas le reste de la saison. Et voilà, faudrait pas que ça vienne ternir tout ce qu'on a pu bien faire pendant cette saison. Mais en tout cas, c'est un bon rappel. Et je pense pas que Josh Allen en avait besoin, hein, mais s'il en avait besoin, que cet effectif pour ouais. l'instant est faible. Et rappelons enfin, on comptait sur rien cette année, et Josh Allen, son objectif, c'était d'assainir un peu ce salary cap, et c'est une des raisons pour lesquelles on a laissé partir Bradbury. Voilà, il y a pas c'est pas plus compliqué que ça. Hmm. Il va continuer à le faire pendant cette off-saison, et voilà, il y a quand même des belles choses qui risquent d'arriver. Quand même, dernier point sur ce match. Un truc qui m'a marqué, et j'avais déjà ce mec en horreur depuis un bon bout de temps pour différents trucs que j'avais vus.
Mais le comportement du head coach des Eagles, Nick Sirianni, sur le bord de touche, où on le voit, qui fait des... En fait, c'est ces espèces de mous, ces têtes un peu bizarres, qui veut dire je vous l'ai bien mis bien profond. Clairement, je sais pas si tu l'as vu ce tweet, mais il fait une espèce de vieille tête là. Ça veut dire c'est clairement adressé aux supporters des Giants ou aux Giants en général. Voilà, je le trouve assez ridicule, ses comportements, ses manières de se comporter sur le bord du terrain. Alors, il insulte les arbitres, ça arrive à tous les head coachs qui s'énerve, qui soit pas content d'une décision. Je l'ai vu s'énerver sur un match des Jets, mais là ça peut s'expliquer parce qu'il y avait un Jets qui avait mis un gros tampon à Hurts alors qu'il était sorti du terrain. Il s'est énervé contre je sais plus qui, il insulte un peu tout le monde. Il fait un peu comme il a envie, mais c'est surtout sa manière de se comporter. Il fait des gestes. Il me fait penser à qui ? Il me fait penser un peu au goal de l'équipe d'Argentine, qui fait un truc complètement obscène. Ça m'étonnerait pas de voir Sirianni faire un truc où il simule un truc avec sa bite ou n'importe quoi. Tu vois, pour moi ça c'est du Sirianni. Non mais vraiment. Et il est devenu sur ce match, j'ai été voir un peu partout parce que ça m'avait intrigué et voir ce que les autres disaient, si c'était que moi ou pas. Et en fait, il est devenu l'ennemi public numéro 1 des Giants et une source de motivation pour l'année prochaine. Et en plus, tu as tweeté là-dessus, ce qu'il a dit en conférence de presse derrière, c'est complètement ridicule. Il compare Jalen Hurts à Michael Jordan. Non mais à un moment, faut s'arrêter, quoi. Ça n'a aucun sens. Le mec pour moi, ce mec est débile. Et si les Eagles réussissent, c'est pas du tout grâce à lui. Je pense qu'il a une intelligence footballistique, mais en dehors du foot, je pense que c'est un idiot. Et si les Eagles réussissent, c'est pas du tout grâce à lui, mais c'est grâce à leur GM qui lui donne un effectif en or. Je veux dire, derrière, forcément, ça te simplifie la tâche quand t'as un effectif comme ça, quoi. Voilà. Donc, je voulais juste parler un peu de lui. Ouais, tu vas pas te faire que des amis avec. Non, mais j'en ai rien à foutre. Moi, ce mec, je peux plus le blairer, je peux plus le voir en photo. C'est incroyable. Il m'est rentré dans le pif, quoi. C'est comme ça. Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que alors j'ai pas vu toute sa conférence de presse après le match, mais en effet, quand tu vois cet extrait où il compare Jalen Hurts, où il dit je devrais pas le faire, mais bon, je le fais quand même. Jalen Hurts, c'est Michael Jordan, et que pareil, il dit de son defensive coordinateur, il l'a comparé à qui déjà Ah bah j'ai plus. Mince, je sais plus. Ah si, à Michel-Ange. À Michel-Ange. Il a dit c'est Michel-Ange Gannon. Alors c'est marrant parce que mais je crois que c'est Loïc de Fly Podcast Fly qui n'a pas l'air d'être fan de Gannon en tant que defensive coordinator. Non, il l'aime pas effectivement. Non mais enfin bon, tout ça pour dire que quand tu vois ces deux extraits, t'aurais presque l'impression que ça y est, les Eagles ont déjà remporté le Super Bowl. Que c'est en fait, ils sont arrivés au bout d'une saison incroyable, qu'ils ont remporté le Super Bowl, et là il te dit Jalen Hurts, c'est Michael Jordan. Et en fait, non, vous avez juste battu une équipe qu'on n'attendait pas en playoff. Vous les avez dominés, ça c'est clair, hein, et on s'est fait ridiculiser par les Eagles, mais quand t'entends des commentaires comme ça, t'as envie de dire, mais mec, redescends un peu sur terre, quoi. T'as encore du chemin, parce que tu vas dire quoi la semaine prochaine si tu te fais battre par les Niners ou si tu te fais battre au Super Bowl. Alors on espère que les Niners se battront. Mais... Ah là là, mec, je croise tellement les doigts, franchement, j'espère. Et ce que disaient tous les mecs, et c'est ce qui revenait souvent, c'est he needs to be humbled, il faut que quelqu'un lui remette les pieds sur terre, parce que le mec, il pète plus haut que son cul, mais c'est incroyable, quoi. Voilà, il a besoin que quelqu'un lui remette les idées en place, qu'il se prenne une bonne tarte dans la gueule et que ça lui remette le cerveau un peu à l'endroit, quoi. Non, mais en fait, je veux dire, après, ce qui est indéniable, c'est qu'il a quand même fait un travail incroyable avec son équipe. Il a eu beaucoup de succès cette saison. La saison précédente, il les a aussi emmenés en playoff. Bon. C'est juste que par contre, niveau media training, les Eagles, faudrait qu'ils passent un peu de temps avec lui parce que il a pas l'air de savoir s'exprimer, s'exprimer correctement en tout cas. C'est tout ça. Il s'exprime pas. Ce qu'il dit, c'est de la merde. Il dit des choses qui sont incohérentes. Il se comporte super mal. Il se présente mal. Pour moi, il a pas une stature de head coach, tu vois. On dirait un enfant qui fait des caprices et qui agit comme un enfant dans une cour de récréation. Voilà. Il se comporte pas comme un head coach NFL. Ouais, mais justement, après, est-ce que ça nous agace pas aussi un peu parce que, et là je me fais, c'est pas pour faire l'avocat du diable, mais nous ça nous agace parce qu'on est fan des Giants, mais tu vois par exemple... Quand évidemment c'est exacerbé, c'est sûr, non, mais tu vois, c'est sûr. Je prends un autre exemple, c'est le coach des Dolphins, dont j'ai oublié le nom, qui est un gars qui a 35 ans et qui, à chaque fois, qui a une conférence de presse, il y va de manière très désinvolte et il fait un peu des vannes foireuses tout le temps.
Et alors, quand moi je vois ça, ça me fait marrer, mais je me demande si en fait ça aurait pas un peu tendance à m'agacer si j'étais supporter d'une équipe rivale comme les Patriots ou les Jets. Enfin voilà, il y a peut-être aussi ce spectre-là à prendre en Non, compte. mais c'est sûr que ça, évidemment que ça rentre en compte, Thiergos, il n'y a pas de doute. Mais j'ai jamais vu un head coach se comporter comme lui se Non, comporte non, sur mais le c'est bord du clair. terrain. Je Non, suis mais désolé, c'est juste pas ah oui, non, possible. À mais un moment donné, oui, non. l'image qu'il donne de son équipe, elle est très mauvaise en réagissant comme ça. Alors Après, il dit, déjà que alors tout le l'image monde des dit, Eagles c'est pas génial, quoi. non, C'est en bah tant évidemment, qu'équipe. non, mais ça c'est clair, je En suis tant complètement qu'équipe, d'accord. hein, je précise. Oui, mais Mais ouais, bon, en tout cas, Sirianni, on les aura mecs vont te l'occasion de. dire, les mecs vont te dire oui, on aime bien qu'il soit énergique sur le bord du terrain. Oui, mais c'est une chose d'être énergique et voilà, mais c'est une autre de se comporter comme il se comporte. Bon, voilà, peu importe. On ferme la parenthèse, on va pas parler de lui pendant 20 minutes. Je voulais l'évoquer quand même parce que moi, ça m'a énervé son comportement et je sais en tout cas qu'au moins pour la fanbase, ça va les motiver à détester encore plus les Eagles qu'on les détestait déjà. Donc, écoute, si c'est une source de motivation aussi pour les joueurs, j'espère qu'ils l'ont ressenti un Et, peu comme ça. et d'ailleurs, en parlant de source de motivation, il y a quelques anciens joueurs des Giants qui, des années 80 notamment, Carl Banks et Leonard Marshall, qui disaient bah, nous en 85 on s'est fait sortir en wildcard. Et Hum, on était dégoûtés, quoi. On avait un goût amer dans la bouche et ça nous a servi de motivation. Et puis l'année suivante, on est revenu et on a remporté le Super Bowl. hum, Alors je suis pas en train de dire que du coup la saison prochaine on remporte le Super Bowl, mais ce que je veux dire c'est que ce qu'il voulait dire aux joueurs en tout cas actuels, c'est souvenez-vous de ce qui s'est passé ce soir-là hum, contre les Eagles et hum. servez-vous-en comme motivation pour que ça ne se répète pas la saison suivante. Euh, Exactement. voilà, à la limite, tu vois, on aurait perdu 33-27, on serait peut-être beaucoup moins amer qu'on l'est ce soir-là. Ce soir-là. Oui, mais Limite peut-être chez que toi, ça mais... l'ouvrirait mais- moins du côté des Eagles aussi s'ils nous avaient battu que 33 à 27. Là, Ouais, alors oui, ils ont le droit de l'ouvrir, mais il y a un moment, il y a des limites. Bon, ouais, ouais, c'est... mais voilà, c'est le jeu, on s'est fait éclater, c'est comme ça aussi, hein. Il faut aussi l'accepter. Ouais, Mais par contre, enfin, je veux dire, on n'essaye pas du tout de trouver des excuses à notre équipe. Ils ont été non. meilleurs que nous, ils avaient une meilleure équipe. Voilà, on s'est fait dominer, c'est comme ça, terminé. Et ce match-là, et ça nous permet de faire la transition, ce match-là n'efface aucunement ce qu'on a fait toute cette saison, et il faut le répéter, c'est absolument incroyable ce qu'on a réussi à accomplir pendant la première saison de Brian Daboll. Exactement. Et pour moi, alors, c'est la bonne transition. Je pense que le truc le plus marquant, c'est vraiment le changement de culture de cette équipe qui a appris à gagner cette saison dans des conditions pas toujours simples, avec des matchs qui ont rarement été faciles pour nous, à part celui des Colts. C'est le seul match de la saison qui a vraiment été simple. Il y a vraiment un changement de culture et ça m'a marqué les interviews qu'il y a eu hier, puisque hier, tu sais, les joueurs étaient en train de retourner au centre d'entraînement, récupérer leurs affaires, etc. et se préparer à partir en vacances, hein, parce que leur saison est finie. Et il y a eu donc des interviews de joueurs, et il y a eu Leonard Williams qui a dit, alors c'est très bizarre, j'ai jamais vu ça dans une interview de joueur, qui dit moi je suis prêt à envisager une diminution de salaire pour rester. Ouais. À quel moment tu dis ça, quoi? C'est comme si à Attends, l'entretien d'embauche tu disais moi je veux pas être trop payé, si vous me donnez que la moitié de mon salaire actuel je serais très content. C'est bizarre, c'est bizarre. Attends, mais il a dit 10 millions de salaire ou il a dit hometown discount? Parce que moi j'avais plutôt compris ça, tu sais, c'est genre, je Pour suis moi, j'ai prêt à... compris qu'il était prêt à prendre un pay cut pour rester chez les Giants. Il a dit je veux continuer à jouer avec Dexter Lawrence toute ma vie, je veux jouer avec ce gars et je suis prêt à accepter une diminution de salaire. C'est ce que j'ai compris. Ouais, Mec, après, tu vois... Oui, non, non, alors c'est peut-être ça, j'ai plus exactement ce qu'il avait dit, c'est pour ça que j'avais un doute, mais bon, Tom Brady avait pris aussi une réduction de salaire chez les Patriots pour justement permettre à l'équipe de recruter de meilleurs joueurs afin qu'il ait plus de évidemment. Super Bowl. Mais Mais ce que je veux dire, c'est archi logique, mec. Si tu veux gagner des titres, si tu prends tout le salary cap pour ta pomme, bah tu gagneras ouais, jamais rien, quoi. Donc, non, mais voilà, mais en bon, les fait, mecs, à un moment, pensent à leur gueule aussi et pensent à leur argent, ça se comprend aussi. mais tu vois, Tom Brady, lui, il l'a fait parce qu'il avait déjà gagné tellement de trucs et tellement C'est d'argent clair. que, voilà, c'est une situation un peu différente. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas mal de joueurs, et ça, je l'avais déjà entendu avant, qui étaient prêts à dire, bah, moi, je vais négocier mon extension, mais par contre, je suis prêt à prendre, alors ça veut pas dire moins d'argent que ce qui touche aujourd'hui, mais dire, je suis prêt à vous demander moins à vous, mon équipe que je connais déjà, plutôt que ce que je demanderais à une autre équipe. Par exemple, à une autre équipe, je demanderais 10 millions par an, mais à vous, je demanderais que 8. Ouais, mais là, le Enfin, Williams, il est encore sous contrat pour quelques saisons et il nous coûte très très cher. Donc, il le Ouais, sait. ouais, Je ouais. pense qu'il le Non, sait et non, que du coup, il accepterait potentiellement ça. T'as Saquon ouais. Barkley qui dit juste derrière moi, je suis prêt. Enfin, il dit en gros qu'il veut pas. Comment on dit
il veut pas tenter d'aller sur le marché des free agents pour essayer d'obtenir un meilleur contrat. Il est prêt à re-signer chez Giants si ce qu'on lui propose est raisonnable. Et il est honnête sur son niveau, etc. Il sait aussi que c'est un bon running back. Il va pas demander à casser la tirelire. Je veux dire, c'est pareil, c'est un truc que t'as pas souvent, t'entends pas ça souvent. Donc, ce qui se cache derrière tout ça, c'est qu'il y a une volonté. En fait, les joueurs ont envie de rester, puisqu'il y a quelque chose qui s'est mis en place. Ils savent qu'il y a un coaching staff qui est là, qu'il y a une culture de la gagne qui a commencé à s'installer, et que ça présage de bonnes choses pour l'avenir. Donc, je pense que voilà, les joueurs ressentent ça et ont envie de rester. Donc, c'est ça pour moi le gros changement et la grosse satisfaction de cette année, si je dois retenir une chose. Ah ouais, non, complètement. Et en effet, ce que disent des joueurs comme Barclay, comme Léo Williams, ça montre bien qu'il y a un collectif qui fonctionne bien et que les joueurs se disent mais on peut faire des grandes choses avec ces équipes et avec ce coach-là. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Joe Shane aussi, il va avoir du boulot cette intersaison et il va pouvoir là, c'est continuer parti. Hein. Ouais. voilà l'excellent travail, enfin pas excellent travail puisque ça s'évalue sur le long terme. Je veux dire, en tout cas, il a déjà fait a priori du bon travail sur la première intersaison avec le peu de moyens qu'il avait à sa disposition. Là, on va avoir attends, j'ai les chiffres sous les yeux. Là, on a le 5e ou 6e cap, je crois, non? Troisième même, c'est-à-dire que enfin, en tout cas, mais est-ce que ça inclut les joueurs qu'on n'a pas re-signés ou qui étaient ou je sais justement, pas ce que ça inclut. Justement, là, ce sont les données over the cap, donc parfois il y a certains trucs sur lesquels je les trouve pas très fiables, mais là on va dire que ça a l'air d'être ok. En 2023, donc ça veut dire après que les joueurs qui ne sont plus en contrat soient partis, on aurait 54 millions de cap space, ce qui ferait de nous la troisième équipe avec le plus grand cap space de la NFL. Pour le moment. Ouais, mais sauf que là-dedans, il faut qu'on en re-signe certains, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Non, voilà, donc en fait, je veux dire, c'est que si tu ne fais rien, t'as 54 millions, et donc tu re-signes tes joueurs. Mais, bien entendu, il va y avoir des mouvements qui vont être faits, il va y avoir des restructurations de contrats, il y a des contrats il y a des joueurs qui vont être coupés, il y a des joueurs qui vont être prolongés, et tout ça, ça a fait aussi réduire ta masse salariale. Donc on verra comment ça va se passer, hein, mais tu vois, par exemple, je pense pas que on va garder un Kenny Golladay. Je pense que lui va non, ça c'est clair. je pense que c'est aussi tout autant dans l'intérêt des Giants que de prolonger dès maintenant Dexter Lawrence. Ça ferait aussi abaisser son cap space, enfin son impact sur le cap space pour les années à venir. Donc il y a tout un travail à faire et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, enfin en tout cas parmi le noyau de titulaires, qui se disent que on peut faire de grandes choses avec cette équipe et qui, à mon avis, en tiendront compte, pour certains en tout cas, dans les négociations salariales. Alors comme tu dis, ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter n'importe quoi. Je pense pas que Barclay acceptera de jouer pour s'emballer un mars. Et d'ailleurs, Daniel Jones a eu des propos beaucoup plus mesurés parce qu'on lui a dit bon alors du coup et lui il a dit ouais bah on verra, on va en discuter, we'll cross that bridge when we get there, et puis le lendemain il fait non mais en fait je veux rester ici, hein. C'est juste qu'en fait il faisait un peu de langue de bois sportive sur le moment. De toute façon Jones est toujours un peu langue de bois dans tout ce qu'il dit tout le temps. Ah bah il a été formé à la Eli Manning School quoi. C'est clair. Il lance une passe dans les mains d'un receveur et il va dire ah oui non mais c'est de ma faute, il faudrait que je lui lance plus sur le numéro machin. Bon bah là c'est pareil, il dit rien, il laisse faire son agent et il a raison, là il donne pas de billes à personne. C'est le quarterback, faut qu'il prenne un contrat correct. Bon on va voir ce que ça va donner. En tout cas comme tu l'as dit, Joe Shane a un paquet de décisions très importantes à prendre et il faut réussir à se renforcer sans se mettant en difficulté dans les années à venir. Donc c'est toujours un peu délicat hein, cette histoire. C'est pas comme si tu étais GM du Paris Saint-Germain où tu peux faire ce que tu veux, n'importe quoi, tu t'en fous, tu peux acheter n'importe qui. Rappelons que ce salary cap ne permet pas de faire n'importe quoi, il faut mesurer les pour et les contre. Et là où on voit aussi les bons GM, c'est ceux qui sont capables de signer les bons joueurs, et c'était de rotation, et c'était un autre point que je voulais aborder. Un de nos gros manquements pour moi cette année, c'est que déjà l'effectif titulaire était très limité, mais l'effectif de banc était plus que limité, et c'était très compliqué d'avoir des rotations, notamment au poste de defensive tackle. Dexter Lawrence ne peut pas jouer tous les snaps, ça tourne beaucoup sur la ligne défensive par exemple, et on n'avait personne, c'était super léger, on a eu beaucoup de blessés, voilà, c'est un problème. Au poste de linebacker,
nos titulaires étaient nuls, alors nos remplaçants, on n'en parle même pas. D'ailleurs, c'est pour moi, on va pas l'évoquer aujourd'hui, mais le besoin principal, et on l'a vu quand on voit les 49ers jouer, qui eux ont des linebackers forts depuis 20 ans, on a l'impression qu'ils ont des mecs toujours forts. Nous, on est nuls à ce poste-là, et c'est un poste qui a été mis de côté depuis trop longtemps. À un moment, il va falloir investir sur ce poste-là. Voilà, donc avoir un banc de qualité à un prix très raisonnable, alors de qualité, c'est pas le bon terme, avoir un banc compétent, on va dire. Ça fait partie du boulot du GM, et un GM, ce n'est pas que signer des stars, mais c'est aussi s'assurer que quand un joueur doit sortir pour quelques snaps ou quand il y a des blessés, et derrière il y a des joueurs compétents. Et ça, je pense que il a montré qu'il était capable d'aller chercher des joueurs. On l'a vu avec Isaiah Hodgins. Voilà, aller chercher des mecs. Ça passe par la draft aussi. Hein, et bien sûr, ça passe aussi par la draft, mais ça passe aussi par je vais chercher des mecs des practice squad adverses qui sont bons. Et il a profité de sa connaissance parfaite de l'effectif des Bills pour aller chercher quelques mecs, évidemment, c'est logique. Donc voilà, c'était les 2 points pour moi assez importants. Et puis le coaching staff... tu as vu que ça y est, les interviews ont commencé pour Mike Kafka qui a été déjà chez les Colts. Écoute, j'espère qu'on arrivera à le garder parce que ça marchait quand même assez bien et il commençait à avoir une bonne alchimie dans cette attaque qui ne s'est pas reflétée évidemment sur ce match des Eagles. Mais on espère en tout cas que Martindale et Kafka seront encore là l'an prochain. Il est très prisé, Kafka. Hein, puisque, plus que Martindale. Ouais, voilà. Il doit passer des entretiens avec les Panthers, les Colts et les Texans. Pardon, excuse-moi. Que des équipes qui font pas rêver du tout, quoi. Mais bon, en même temps, s'il cherche des head coach, c'est que forcément ça se passe pas bien. Alors apparemment, il a déjà fait son entretien aussi avec les Texans. Il a vu les Colts et les Texans dimanche. Et Martindale, lui, par contre, ne doit passer un entretien qu'avec les Colts. Mais alors, pour Kafka, je sais pas s'il prendrait un poste de head coach dès cette année. Ça se trouve. Tu crois que lui serait prêt à dire non si on lui propose? Parce qu'il y a le salaire qui va avec, faut se dire. Ouais, il y a le salaire qui va avec, mais quand tu vois tous ces exemples de Joe Judge, de Nathaniel Hackett, de Ben McAdoo, et tu vois, il y en a 2, en tout cas de coachs qui sont, de coordinateurs qui sont devenus head coach trop rapidement et qui se sont brûlés les ailes. Je pense que tu vois, cette tendance vers le jeunisme, elle va un peu se ralentir parce que tout le monde se dit oula, en fait, tout le monde n'est pas capable de trouver le prochain Sean McVay. Et donc, du coup, maintenant, je pense qu'il y a des jeunes coachs qui doivent se dire non, mais moi, je préfère attendre un peu. Surtout que Kafka, rappelons-le, c'est sa première année en tant que coordinateur offensif. Oui, donc, c'est vrai qu'il a fait qu'une saison. Donc voilà, donc en fait, est-ce qu'il va pas se dire bon, je vais peut-être me faire 1 ou 2 saisons de plus, comme ça, histoire de prendre un peu de galon, et puis après, j'irai dans une situation qui me plaît plus, parce que comme tu l'as dit, Panthers, Colts, Texans, ça se trouve, ça le fait pas bander particulièrement. Pardonnez l'expression. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y va peut-être juste pour se dire, je vais voir comment ça fonctionne les entretiens, et puis on verra ce que ça donne. Tandis que Martindale, c'est une situation complètement différente. C'est un gars, il a pratiquement la soixantaine. C'est peut-être la seule fois où il aura une opportunité sérieuse d'être head coach. En fait, j'ai plus peur de perdre Martindale que Kafka. Parce que Martindale, si on lui propose un poste, il l'a dit apparemment en entretien avec les Giants, il dit « Moi je viens chez les Giants parce que je sais que c'est un poste qui va me permettre d'accéder plus tard à une position de head coach. » Et donc il a été embauché, sachant très bien que pour lui c'était pas une destination finale, mais c'était un tremplin. Ouais. Et après, si on doit perdre l'un des deux, je préfère perdre Martindale actuellement que perdre Kafka, qui est plus prometteur et plus jeune pour moi, même si Martindale a fait du bon boulot. Si je devais choisir, bon, après, ça se trouve on va perdre les deux, alors on n'en sait rien, mais bon, c'est vrai que en tout cas Martindale pour moi aurait plus les épaules à devenir head coach tout de suite. Rappelons qu'un head coach, ce n'est pas que des connaissances footballistiques. Normalement tu te fies à tes coordinateurs pour ça, en grande partie, et un head coach, c'est un meneur d'hommes, c'est du leadership et gérer une équipe. Ça parfois ça s'apprend pas du tout, parfois les gens sont jamais capables de le faire, et t'as des mecs qui seront jamais head coach pour ça. Certains sont passés chez nous et ont tenté d'être head coach, ça n'a pas marché, c'était des très mauvaises décisions. Je pense notamment à Pat Shurmur. Mais voilà, donc on verra, mais oui, c'est vrai que si t'es Mike Kafka, tu peux te dire, est-ce que je tente le coup maintenant, sachant que j'ai une grande carrière devant moi, de toute façon, j'ai le temps, je suis jeune, est-ce que je tente de potentiellement me griller les ailes tout de suite,
c'est un peu risqué. Certains coachs, effectivement, jeunes, s'en sortent très bien en NFL. Je sais pas. Ça va dépendre des cas, ça va dépendre comment lui le sent, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu optimiste de miser sur un Kafka tout de suite pour être un coach. Mais bon, après, ça. Les Colts font tellement des trucs bizarres avec leur Saturday qui est devenu coach du jour au lendemain, sorti de nulle part, que bon, on ne sait jamais, ça pourrait arriver. Ouais, non, c'est clair. Est-ce que, juste avant qu'on enchaîne, on pourrait juste faire, je sais pas, un petit top 3 des joueurs de cette saison, quels sont tes joueurs coup de cœur et au contraire les joueurs qui t'ont particulièrement déçu? Ouais, bonne question. Tu me prends de court, mais on peut se faire ça si tu veux. Bien sûr, pas de problème. Eh Écoute, moi, bah, si tu veux, le temps que tu réfléchisses, moi je vas-y. dirais, Comme ça, je pourrais dire, ah bah moi, comme toi, pareil que toi. ah bah voilà, ça. Écoute, moi, en énorme coup de cœur, c'est Saquon Barkley. Bon, D'accord. alors c'est facile, je prends un skill player. J'aurais pu choisir Dexter Lawrence aussi, hein, qui Hum. est peut-être moins flashy parce qu'il est dans les tranchées. Mais Saquon Barkley, qui enfin revient au niveau auquel on l'attendait, bah, c'est absolument énorme. Par contre, en gros flop, alors c'est pas tellement. Je vais pas prendre Kenny Golladay parce que Kenny Golladay en fait il a C'était jamais rien déjà un fait. flop avant le début de la saison. Donc, Non, c'était déjà un flop, mais en fait c'est plus les receveurs. Et même si on s'est bien débrouillé à la fin avec les trois mecs qu'on a trouvés dans un pub quelque part en train de regarder un match des Giants, euh, on n'a tellement pas eu de chance à cette escouade de receveurs où si tu oublies Kenny Golladay, on devait quand même avoir Sterling Shepard qui s'est blessé, Wanner Robinson qui s'est blessé, Kadarius Toney qui a fait semblant d'être blessé pour se faire trader. D'ailleurs, il va nous coûter 3,6 millions la l'année vache. prochaine. Ouais. Ouais, c'était un peu rude. Bon, voilà. Je pense surtout, si je devais retenir deux choses de cette saison, c'est en effet ce coup de cœur-là sur Barclay et puis aussi ce gros flop au niveau des receveurs. Ok, oui, effectivement. Eh ben, écoute, moi, je mettrais pas Barclay en coup de cœur, je mettrais plutôt Daniel Jones, qui a été énorme cette saison et qui a montré qu'il avait le niveau titulaire pour gérer cette équipe des Giants. Encore une fois, c'est vraiment dommage que ce match, on finisse pas par un match référence, mais qu'on finisse un match vraiment très très moyen. Bon, c'est comme ça. Mais pour moi, il a mérité son contrat et je pense que les Giants vont miser sur lui et Josh Allen va miser sur lui pour les saisons à venir. Donc on va voir ça. Dexter Lawrence aussi, il a step up assez violemment et il a montré qu'il méritait sa place en tant que titulaire et même en faisant partie des tout meilleurs joueurs à ce poste, defensive tackle en NFL. Et puis aussi Andrew Thomas dans les gros coups de cœur qui a été Mm. assez énorme cette saison et qui a montré que là on était vraiment tranquille au poste de tackle gauche. Sur les receveurs, je suis d'accord avec toi. C'est l'ensemble de l'escouade qui a vraiment déçu, sauf Isaiah Hodgins sorti nulle part qui a été la bonne surprise. Là, c'est quand même sympa. Et puis dans les flops, moi je mettrais aussi Tay Crowder voilà. Alors oui, on n'attendait Je pas l'avais grand chose de oublié lui, celui-là. mais il a complètement disparu et c'est un mec qui sera plus là l'année prochaine. Et de toute façon, dans les flops, pour moi, oui, il y a les receveurs et si on doit donner une escouade en défense, c'est les linebackers qui ont été vraiment très 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 faibles. Avec un Jalen Smith pas du tout au niveau. Enfin voilà, même s'il fait 88 plaquages au total dans la saison, il est quand même pas au niveau. Micah McFadden pour une première saison qui a été moyen à voir ce qu'on en fait dans les saisons prochaines. Mm. Mais c'est linebacker, il va vraiment falloir faire quelque chose là-dessus parce que c'est gros flop pour moi Et cette année. il nous a manqué un cornerback, un deuxième cornerback titulaire. Ça, ouais, c'est vrai. Après, c'est finalement pas la pire escouade, les cornerbacks, mais oui, il nous manque des cornerbacks élites pour réussir à faire quelque chose, ça c'est clair. Ouais, je trouve que niveau safety, on est quand même très bien. Ah, on est bien, on est bien, ouais. Junior Love et McKinney sont au top. Et puis même quand McKinney était absent, on s'en est pas trop mal sorti. Ouais. Mais clairement, ouais, il faut qu'on upgrade cette escouade de cornerback parce que là, c'est très très léger. Et malheureusement, Julian Love qui fait un match assez mauvais, il fait 5 plaquages ratés contre les Eagles, lui aussi finit sur une mauvaise note. Je pense qu'il y a plein de joueurs qui doivent être assez frustrés actuellement d'avoir fini la saison comme ça. Mais bon, Mm. c'est forcément, plus t'avances dans la saison et plus tu vas loin en playoff, plus les équipes sont fortes, donc il fallait qu'à un moment ça
ça finisse par casser. Qu'est-ce qu'on voulait évoquer d'autre dans ce podcast ? On a fait le point sur cette équipe. Écoute, on peut peut-être parler du coup de 2023. On va en effet pas rentrer dans le détail de qui est-ce qu'on re-signe, qu'est-ce qu'on re-signe pas. Mais déjà, on peut citer nos free agents parce qu'il y a un Voilà. paquet de joueurs là. Voilà. Non mais c'est ça, en effet. J'allais te proposer qu'on cite nos free agents et aussi après qu'on évoque un peu qui vont être nos opposants de l'année prochaine et Ouais. quelles vont être les dates clés des mois à venir de l'intersaison. Mais en tout cas, Bah écoute, vas-y, on fait ça. voilà, si on commence par les free agents, je sais pas si toi tu as la liste sous les yeux, moi Si, je l'ai sous les yeux, donc Vas-y. je les ai un peu en vrac. Saquon Barkley, Sterling Shepard, Daniel Jones, Feliciano, Gates, Ellis, Nick Williams, je sais pas qui c'est. C'est pas un corner, je sais pas. C'est Matt un Bray- defensive line. Ok, Mike Breda, Crater le long snapper, G. Edward, Jefferson, Jamie Gillan notre punter, Richie James. Là-dedans, il y en a pas mal, je les lis, je me dis, bon, lui, ça sert à rien, on le reverra jamais. Moreau, le corner, Marcus Johnson, lui, c'est pareil, on le reverra jamais. Ocean Jimenez, Julian Love et Darius Slayton. Ça fait beaucoup qui sont titulaires. Là-dedans, il va falloir en re-signer pas mal, mais il y en a aussi, tu peux te dire, on peut les re-signer potentiellement pour pas grand-chose. Typiquement, un Sterling Shepard, je pense qu'il va pas demander grand-chose avec l'ensemble de ses blessures qu'il a, mais lui, en tout cas, il veut rester. Ça, c'est clair, parce que vu ce qu'il a fait, il était là tout le temps, tous les matchs, alors que le mec est blessé. Là-dedans, je sais pas, juste si sans faire de prévision, mais si tu devais lesquels tu ne re-signerais pas, parce qu'il y en a beaucoup, lesquels tu ne re-signerais pas et que tu laisserais partir assez facilement là-dedans. Marcus Johnson, ça c'est clair. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est un Marcus Johnson. Je me demande même si l'équipe dirait pas bon, ok, tu restes, mais tu toucheras le salaire minimum. Alors moi, je le garde même pas. Il a été tellement mauvais, je vois même pas l'intérêt pour le coup. Mais c'est ouais, là, ne pas re-signer, c'est un peu difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai envie, enfin je sais qu'il y a beaucoup d'affectifs dans ce que je veux dire, mais je voudrais que les Giants gardent Daniel Jones et Saquon Barkley. À quelles conditions? Bah, c'est à discuter, justement, mais bon, il y a dans tous les noms que tu as donnés, il y en a plein qui mériteraient de rester. Un Sterling Shepard, en effet, t'as dit, c'est le gars. Ce sera plus jamais le receveur qu'il était avant, mais il apporte tellement à ce vestiaire que ça vaudrait peut-être la peine de le faire revenir pour un tout petit contrat. Et puis t'as des gars comme Darius Slayton qui certes sont encore irréguliers, mais nous font des big plays. Est-ce que ça vaut la peine de faire revenir un Landon Collins qui bon nous a fait un TD sur interception? Bon, je pense pas qu'il nous apportera énormément de choses, Non. à part Non. une ou deux actions. Non mais encore une fois, par-ci, faut penser au banc, hein. Ne pensons pas qu'au titulaire, il faut aussi penser à la Ouais. profondeur de banc. Donc des mecs que tu peux signer à des contrats pas trop élevés, ça peut valoir le coup. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y en a un qu'il faut dégager, c'est Kenny Golladay. Parce que Kenny Golladay, juste pour vous donner une petite idée, Sauf que lui, il sera même pas free agent en fait, il faut le dégager alors qu'il est encore dans l'équipe. ouais, Quoi. il est encore dans l'équipe et il doit nous coûter 21 millions l'année prochaine. Et si on le dégage, et ben on fait une économie d'à peine 7 millions pour pratiquement 15 millions de dead money. Ouais, mais Alors, franchement, vu ce qu'il apporte, non, mais en ça, fait, tu peux très bien tu sais, lui donner une désignation de quelqu'un qui est coupé après le 1er juin. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que ta dead money, elle tombe à 8 millions et tu fais une économie de 13 millions 5, mais ça veut dire que tu vas aussi avoir de la dead money l'année d'après. Donc faut voir quelle est la meilleure option. En tout cas, Kenny Golladay, ouais, c'est clair, lui, il faut qu'il dégage. Il prend trop de place dans le cap et il sert à rien. rappelons qu'on avait l'escouade de receveurs la plus chère de la NFL cette année. Ouais, c'est clair. C'est incroyable de se dire ça quand même. Ah ouais. Bref, bon, en tout cas, on fera un point détaillé de tout ça. On verra aussi avec les mouvements qu'il y aura peut-être déjà eu d'ici là et les rumeurs, mais on fera un point détaillé en se disant voilà, qui on doit signer. L'année dernière, on avait pris un peu le cap et on s'était dit voilà, qui on doit re-signer, à combien on arrive, etc. C'était assez rigolo de faire ce petit exercice. Peut-être qu'on fera ça aussi. Et on fera bien entendu un point plus détaillé. On en avait déjà un peu parlé, mais maintenant qu'on a une bonne vision de cette équipe, de la draft, qui est-ce qu'on peut aller chercher. Maintenant on connaît notre place à la draft, on sait qu'on a le 25e choix, donc on va pas aller chercher les tout meilleurs comme on a pu le faire depuis quelques saisons. On avait le choix
4 et 6 cette année, c'est ça? Bon, là, on en est très loin, donc il va falloir faire des pics intelligents. Et puis voilà, je pense que ce sera l'occasion de voir tout ça. Alors, tu voulais parler des dates importantes. C'est intéressant de dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant, une fois que le Super Bowl est terminé. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai pas encore le temps de regarder. Bon, Super Bowl, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le 12 février. Mais en tout cas, une fois que le Super Bowl est terminé, il se passe 2 semaines où il n'y a rien. Et c'est à partir du 21 février que les équipes peuvent mettre le franchise tag sur leurs joueurs. Donc pour les Giants, ça peut être assez important, surtout s'ils veulent essayer de garder Jones et Saquon Barkley. Ce sont, à mon avis, les 2 joueurs les plus susceptibles de recevoir le tag. Alors, il n'y a qu'un seul tag par équipe, donc ce sera ou Jones ou Barkley. À savoir qu'un franchise tag pour un running back c'est 10 millions, un franchise tag pour un quarterback c'est 32 millions si j'ai pas de bêtises. Bon, moi j'irais plus le mettre sur Barkley, je voulais faire la parenthèse. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je crois que j'ai dit l'inverse la dernière fois, mais maintenant que je me dis 10 millions et puis re-signer un running back pour trop de saisons, ça me plaît pas. Mais bon, bref, allez. En tout cas, ils ont jusqu'au 7 mars pour désigner qui a le franchise tag. Il se passe quoi si t'as mis personne au 7 mars? T'auras personne pour la saison? C'est trop tard? Bah tu peux plus le placer, c'est trop tard. D'accord. Donc ça veut dire que si le 8 mars, tu dis finalement je veux bien le mettre, bah non c'est trop tard, tu laisses tomber. Le combine, pour ceux que ça intéresse, c'est du 28 février au 6 mars. Mais moi, je pense que ce qui va surtout nous intéresser, c'est à partir du 13 mars. C'est la période pendant laquelle les joueurs et les agents peuvent commencer à discuter de contrats avec les équipes. Ça va être bon, ça. Voilà, et c'est le 15 mars qu'ils peuvent officiellement signer. Ça va être cool parce que c'est le moment où on va faire des refreshs toutes les 10 minutes sur Twitter pour voir les actualités. Ça, j'aime bien cette période. Ouais, non, et puis je pense que justement, faudra qu'on voit comment est-ce qu'on s'organise, mais à mon avis, notre podcast Free Agency, ça vaut le coup de le faire genre une semaine avant l'ouverture de la Free Agency, parce que comme ça, les équipes ont eu le temps de faire leur cut, etc. Enfin bon, on verra bien. Ouais, c'est toujours une période que moi je trouve ultra intéressante parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Du 26 au 29 mars, c'est la réunion annuelle de la ligue, où là les coachs et les propriétaires se réunissent, et je crois que c'est notamment à ce moment-là qu'ils font les changements de règles, donc aussi un petit point à surveiller. La draft, c'est du 27 au 29 avril. Et puis après, qu'est-ce que je peux te dire, et puis en fait après après il y a tout le programme d'intersaison. Chez nous, le programme d'intersaison, vu qu'on n'a pas de nouveau coach, il commence, attends, je l'avais sous les yeux, ça commence le 17 avril. Donc les coachs et les joueurs commencent à travailler au centre d'entraînement à partir du 17 avril. D'accord, ok, donc on va avoir quand même un beau creux. Il y a vraiment des périodes qui sont assez vides, qui sont assez longues, voire trop longues, mais bon. Ouais, ça fait partie de l'intersaison NFL, et c'est pour ça qu'au moindre petit événement qui se passe, on est à fond la caisse, parce que on est en manque de football. On est déjà en manque de football. Non, pas tout de suite. Là, on digère déjà la défaite contre les Eagles, c'est déjà suffisant. Ouais. Et puis les événements qui vont arriver quand même là, parce qu'on n'est pas au Super Bowl. Je rappelle que les Bengals ont battu les Bills, les Chiefs ont battu les Jaguars, donc on va avoir un Bengals-Chiefs pour savoir qui va au Super Bowl pour la FC. Et les 49ers ont battu les Cowboys, donc ça y est, il n'y a plus que les Eagles de la NFC Est. Et on espère que les 49ers, bien entendu, vont battre les Eagles le week-end prochain. On suivra ce match avec la plus grande attention. Les gars des 49ers, on compte sur vous. C'est notre honneur qui est en jeu. Ça me ferait tellement chier de voir les Eagles gagner. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc voilà. Et puis 2023, nos adversaires, pour ceux qui ne le savent pas, bon, en dehors de Cowboys, Eagles et Commanders 2 fois l'année prochaine, on va avoir à domicile les Rams, les Seahawks, les Patriots, les Jets et les Packers. Et on ira rendre visite aux Cardinals, aux 49ers, aux Bills, aux Dolphins, aux Saints et aux Raiders. Donc on va pas mal voyager. Il y a quand même quelques matchs pas simples dans le tas. Mais bon, c'est la NFL, il y a toujours des matchs pas simples dans le 49ers, Bills. Je pensais surtout à ça. Ouais, voilà, les Rams aussi, à mon avis. Les Rams, ils ont été bien nuls cette année.
Je les ai pas du tout suivis. Ah bah ils ont été nuls, je crois que fait. leur QB s'est blessé aussi, donc c'était Ouais. Baker Mayfield qui a été QB pendant une partie de la saison. Ceci Mais explique cela. ils ont été pas très bons. Après, tu vois, des équipes comme les Bengals qui ont commencé pas terrible, ont fini super fort. Bon, tout peut se passer à NFL, tout va très vite. Mais oui, je le vois pas comme un adversaire imbattable non plus. Mais bon, tout va dépendre de l'équipe qu'on arrive à mettre en place. Et puis même nous, hein, est-ce qu'on va réussir à tenir ce rythme qu'on a eu cette année et de continuer sur notre lancée? Ça va être la grande question de l'année prochaine. Tout le monde va nous attendre au tournant, hein. C'est clair qu'on a eu bah une voilà, là saison maintenant, fulgurante. voilà. Là, on va vouloir voir si les Giants c'était une one year wonder ou s'ils sont capables de confirmer ces belles prestations. Ouais. Le pire qui pourrait nous arriver, c'est qu'on signe Jones et qu'il s'écroule complètement, que finalement il soit pas au niveau qu'on l'attendait. Et là, ce serait vraiment le pire des cas. Mais bon, écoute, on va croiser les doigts et on va se dire que l'avenir est radieux et ça s'annonce bien pour cette équipe qui, a priori, a maintenant les armes pour affronter la suite. Et c'était le problème qu'on avait de toute façon depuis de nombreuses saisons. Au-delà de l'effectif, c'était vraiment ce cadre, ce coaching staff, ce bureau de GM et de staff qui est là pour recruter des joueurs qui étaient en dessous de tout. Et donc voilà, maintenant qu'on est bien structuré, on devrait avoir une équipe compétente pour plusieurs saisons et c'est tout ce qu'on nous souhaite. On s'arrête là ? Ouais, bah écoute, je pense que là on écoute, a tu vas fait pouvoir aller te coucher toi, parce que là, moi il est midi, mais toi il est 11h du soir, c'est ça ? Ouais, il est pratiquement 11h du soir. Ouais, j'allais me Ouais. coucher en effet. Je suis encore un peu décalé. Ouais, le jet lag qui est pas encore bien remis. Et bah écoute, merci à toi d'avoir été présent pour ce podcast. Et puis on va continuer d'animer ça, on va voir et on vous annoncera tous les podcasts qu'on va faire. Et donc on vous tient au courant bientôt de ce qui va se passer pour cette intersaison. On va essayer d'être le plus présent possible. Voilà. À très bientôt tout le monde et à la prochaine. Ciao. Salut!